Les flûtes à champagne tintaient comme de petites cloches, nettes et froides contre les sols en marbre qui s'étendaient à l'infini sous mes baskets usées. Je gardais les yeux baissés, comme Madame Chen me l'avait appris lors de ma première semaine à l'agence. Invisible, rapide, efficace. C'est ce qu'une bonne femme de ménage doit être dans des endroits comme celui-ci. Un pantouse si vaste qu'il aurait pu avaler tout mon immeuble d'appartement en une seule bouchée. L'odeur d'un parfum coûteux se mêlait à celle de la fumée de cigares, épaisse et suffocante. Je me déplaçais à travers la foule de costumes sur mesure et de robes en soie comme un fantôme. Mon chariot de nettoyage cliquetait doucement tandis que je ramassais les verres abandonnés. Du cristal. Tout ici était en cristal, en or ou dans un matériau qui coûtait plus que ce que je gagnais en un an. Mes doigts me faisaient mal. 3 doubles shifts cette semaine, et ce n'était toujours pas assez pour payer les factures médicales de maman. Cette pensée pesait lourd dans ma poitrine alors que je tendais la main vers un autre verre, dont le bord était taché de rouge à lèvres bordeaux. Attention! Je me reculai juste au moment où une femme en robe émeraude passa en coup de vent, son coude manquant mon visage de quelques centimètres. Elle ne me regarda même pas. Aucun d'eux ne le faisait. Pour ces gens, j'étais un meuble. Un meuble pratique et remplaçable. Le pantouse appartenait à quelqu'un d'important. J'avais entendu ça des autres membres du personnel. Quelqu'un dont on ne posait pas de questions. Quelqu'un dont le nom faisait se redresser les gardes de sécurité et baisser la voix. J'avais été engagé par l'agence juste pour la soirée, une sorte de réunion d'affaires qui ressemblait plus à une démonstration de richesse qu'à une véritable fête. Je poussai mon chariot vers le coin le plus éloigné, là où les fenêtres du sol au plafond dominaient la ville. Au 23e étage, les lumières en bas ressemblaient à des étoiles tombées du ciel. Pendant un instant, je me laissais imaginer ce que ça ferait d'appartenir à cet endroit, de porter ses robes, de ne jamais compter les centimes ni sauter des repas. C'est à ce moment-là que je la vis. Elle était assise seule sur un banc en velours près du grand piano, petite et parfaitement immobile au milieu d'une mer de corps en mouvement. Une enfant, peut-être 7 ou 8 ans, avec des cheveux noirs tirés en une tresse serrée et une robe blanche qui semblait trop formelle, trop parfaite. Ses mains étaient posées sur ses genoux, ses yeux fixés sur quelque chose que je ne pouvais pas voir, ou peut-être sur rien du tout. Les gens passaient autour d'elle comme de l'eau autour d'une pierre. Un homme en costume gris faillit lui rentrer dedans, s'arrêta juste à temps, puis s'éloigna sans même reconnaître sa présence. Une femme rit bruyamment à seulement 1 mètre d'elle, le champagne débordant de son verre, mais l'enfant ne broncha pas. Quelque chose se tordit dans ma poitrine. Je connaissais ce genre d'invisibilité. Je la vivais tous les jours. J'aurais dû continuer mon travail. J'aurais dû m'occuper de mes affaires et terminer mon service. Mais mes pieds m'entraînèrent plus près, attirés par un instinct que je ne pouvais pas nommer. L'immobilité de la fillette était surnaturelle, comme si elle existait dans une dimension différente de tous les autres dans la pièce. En m'approchant, je remarquai ses mains. Elles bougeaient. Pas croisées finalement, mais en train de tracer des motifs sur ses genoux. Le même mouvement encore et encore. Cercle, ligne, cercle, ligne. Ses lèvres bougeaient sans bruit, comptant ou récitant quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. « Salut », dis-je doucement en m'accroupissant pour être à sa hauteur. Elle ne me regarda pas. Ses doigts continuaient leur dessin invisible, précis et méthodique. « Je m'appelle Elena. » Je m'éclaircis la gorge et essayai à nouveau, plus gentiment cette fois. « Comment tu t'appelles ?»« Rien !» Mais je remarquai que sa respiration avait changé. Plus rapide, légèrement saccadée. Elle m'avait entendu, même si elle ne pouvait pas le montrer comme les autres enfants. Je jetai un regard autour de nous. Personne ne surveillait cette petite fille. Aucun parent ne rôdait à proximité. Aucune nounou ne veillait sur elle. Elle était seule au milieu de cette foule de centaines de personnes. Et d'une certaine façon, ça semblait plus mal que tout le reste dans cette pièce scintillante et vide. « Tu aimes la musique ?» demandai-je en désignant le piano du menton. Un homme en smoking jouait quelque chose de classique, ses doigts dansant sur les touches avec une aisance exercée. Cette fois, quelque chose changea. La tête de la fillette s'inclina légèrement. Ses mouvements de main s'arrêtèrent pendant une demi-seconde avant de reprendre leur motif. Musique. Elle avait réagi au mot « musique ». « Tu aimes la musique ?» demandai-je en désignant le piano du menton. Un homme en smoking jouait quelque chose de classique, ses doigts dansant sur les touches avec une aisance exercée. Cette fois, quelque chose changea. La tête de la fillette s'inclina légèrement. Ses mouvements de main s'arrêtèrent pendant une demi-seconde avant de reprendre leur motif. Musique. Elle avait réagi au mot « musique ». Je ne connaissais pas grand-chose aux enfants, surtout pas aux enfants comme elle. Des enfants qui semblaient vivre derrière une vitre, présents mais inaccessibles. Mais je connaissais la solitude. Je savais ce que ça faisait d'être dans une pièce pleine de monde et de se sentir pourtant complètement seul. La musique est belle, continuai-je d'une voix basse et calme.
Mais je pense qu'elle serait encore plus belle si quelqu'un dansait dessus. Tu ne crois pas? Ses doigts s'arrêtèrent. Pendant un long moment, il ne se passa rien. Puis, très lentement, si lentement que je crus l'avoir imaginé, ses yeux bougèrent. Pas vers moi, mais vers l'espace vide à côté de moi, vers le sol où quelques couples se balançaient parfois entre les conversations. Mon cœur se serra. Elle voulait danser. Cette petite fille invisible voulait bouger au rythme de la musique, mais personne ne l'avait remarqué. Personne ne lui avait demandé. Je me levai et lui tendis la main. « Est-ce que tu veux danser avec moi ?» Les mots semblaient énormes dans l'espace qui nous séparait. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle se referme encore plus sur elle-même, qu'elle m'ignore comme elle avait ignoré tous les autres. Mais alors son regard se déplaça enfin, rencontrant le mien pendant une fraction de seconde, et elle plaça sa petite main dans la mienne. C'était hésitant, sa prise légère comme une plume, comme si elle n'était pas tout à fait sûre que j'étais réelle. Mais elle se leva, sa robe blanche bruissant doucement. Elle était plus petite que je ne l'avais pensé, à peine arrivée à mes côtes. « D'accord, » murmurai-je. « Suis simplement mais pas doucement. » La musique du piano s'amplifia, quelque chose de doux et de valse. Je guidai sa main sur mon épaule et pris son autre main dans la mienne, commençant un simple pas de boxe. Gauche, droite, arrière, avant. Rien de compliqué. Je n'étais pas une danseuse, juste une fille qui avait appris les pas de base au Cassianra et au mariage de mon quartier. Au début, elle était raide, ses mouvements mécaniques, mais elle suivait le rythme parfaitement, mieux que moi. Ses yeux étaient redevenus distants, mais je sentais quelque chose changer dans sa façon de se tenir, moins comme une statue, plus comme une enfant. Nous tournions lentement, et je vis quelques personnes nous regarder maintenant. Pas moi, jamais moi, mais elle. Certains semblaient curieux, d'autres mal à l'aise. Une femme murmura quelque chose derrière sa main à l'homme à côté d'elle. Je m'en fichais. Pendant ces quelques minutes, cette petite fille n'était plus invisible. Elle dansait. « Tu te débrouilles très bien », lui dis-je doucement. « Tu as un talent naturel. » Ses lèvres s'incurvèrent. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose qui s'en approchait. Quelque chose qui me brûla les yeux. C'est alors que je le sentis. Le changement dans l'air, comme l'électricité avant l'orage. Les conversations autour de nous s'étaient calmées. Pas complètement, mais suffisamment pour que je le remarque. Je levai les yeux et regrettai immédiatement de l'avoir fait. 3 hommes se tenaient près de l'entrée du couloir, tous vêtus de costumes sombres qui criaient l'argent et la menace. Mais c'était l'homme au centre qui me coupa le souffle. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux noirs rejetés en arrière d'un visage qui semblait taillé dans la pierre, mâchoire tranchante, yeux encore plus tranchants. Le genre d'yeux qui semblait voir à travers la peau et les os, directement dans votre conscience coupable. Même de l'autre bout de la pièce, sa présence était écrasante, absolue. C'était quelqu'un qui n'avait pas besoin de demander l'attention. Il l'exigeait. Son regard balaya la pièce avec une froide efficacité. Le genre d'évaluation qui cataloguait les menaces et les faiblesses en quelques secondes. Les hommes qui l'encadraient avaient les mains près de leur veste d'une manière qui fit hurler mes instincts de survie. Sécurité. Sécurité armée. Et puis ses yeux nous trouvèrent. La trouvèrent, elle. La petite fille dans mes bras devint rigide. Sa main se crispa sur mon épaule, sa respiration se bloqua d'une façon qui fit monter mes instincts protecteurs en flèche. L'expression de l'homme ne changea pas, mais quelque chose dans son immobilité se modifia. Son attention se verrouilla sur l'enfant avec une intensité qui rendit l'air plus rare. Puis son regard se déplaça vers moi. La glace envahit mes veines. Ses yeux étaient sombres, pas marrons, mais quelque chose de plus profond, presque noir. Et dedans, je vis quelque chose qui me terrifia plus que la colère ne l'aurait fait. Du calcul, de l'évaluation, le regard de quelqu'un qui décidait exactement quel niveau de menace je représentais et quoi faire à ce sujet. Il s'avança, et la foule s'ouvrit devant lui comme la mer Rouge. Personne ne l'arrêta. Personne n'osa même s'approcher. Les gens reculaient instinctivement. Certains hochaient respectueusement la tête, d'autres baissaient les yeux. Les 2 hommes l'encadraient à distance précise. Assez proche pour intervenir. Assez loin pour lui laisser de l'espace. Mon cœur cognait contre mes côtes. Je devrais lâcher la fillette. Je devrais reculer, m'excuser, disparaître comme j'étais censé le faire. Mais sa main était toujours dans la mienne, elle tremblait maintenant, et je ne pouvais pas me résoudre à la relâcher. Il s'arrêta à 1 mètre de nous. De près, il était encore plus imposant. Plus d'1,90 m de puissance contrôlée dans un costume noir impeccable qui devait coûter plus cher que ma voiture. Une Rolex attrapait la lumière à son poignet. L'odeur d'un parfum coûteux se mêlait à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Sophia. Sa voix était basse, calme, mais elle portait un poids. Une autorité qui me fit flageoler les genoux. La fillette.
Sophia ne le regarda pas. Ses doigts avaient repris leur motif sur mon épaule. Cercle, ligne. Cercle, ligne. Sa mâchoire se crispa presque imperceptiblement. Il me jeta un regard et je le vis alors. La fureur à peine contenue sous ce masque contrôlé. Pas dirigé contre elle, mais contre moi. Qui êtes-vous? Chaque mot était précis, tranchant. Ma voix sortit en murmure. Je m'éclaircis la gorge et essayai à nouveau. Elena. Je fais partie du personnel de restauration. Je voulais juste. Vous vouliez juste quoi? Il fit un pas de plus et je sentis la menace irradier de lui comme de la chaleur. Toucher ma fille. Fille. Oh mon Dieu. C'était son père. Cet homme qui semblait capable d'ordonner la mort de quelqu'un d'un simple hochement de tête et de dormir paisiblement ensuite. Cet homme qui commandait la pièce sans prononcer un mot. Qui avait des gardes armés et une présence qui hurlait le danger dans toutes les langues. Et j'avais pris la main de sa fille sans demander la permission. Elle voulait danser, lâcher jeu avant de pouvoir m'arrêter. Essoufflée et désespérée. Je suis désolée. J'aurais dû demander à quelqu'un, mais elle était seule avec la musique. Elle a réagi à la musique et j'ai pensé. Vous avez pensé, répéta-t-il comme si les mots avaient un goût amer. Ses yeux n'avaient pas quitté mon visage. Je me sentais épinglée sous ce regard, un papillon sous verre. Vous avez pensé avoir le droit de la toucher? Non. Ma gorge se serra. La main de Sophia était toujours sur mon épaule et j'étais terrifiée à l'idée de bouger, terrifiée à l'idée de la lâcher. Je ne voulais faire aucun mal. Je le jure. L'un des gardes bougea, sa main glissant à l'intérieur de sa veste. Mon pouce emballa si fort que je me sentis étourdie. Mais alors Sophia émit un son, petit, à peine audible. Pas tout à fait un mot, plutôt un bourdonnement. Ses doigts appuyèrent plus fort sur mon épaule et son autre main serra la mienne plus fort. Les yeux de l'homme descendirent sur sa fille. Quelque chose traversa son visage, trop vite pour que je puisse le lire. De la douleur? De la frustration? Quoi que ce soit, cela disparut en un instant, remplacé par ce masque froid. Sophia, dit-il à nouveau, plus doucement cette fois. Il tendit la main vers elle. Viens ici, Piccolina. Elle ne bougea pas. Au contraire, elle se pressa plus contre moi, son petit corps tremblant. Mon cœur se brisa et se serra de terreur en même temps. Cette petite fille ne voulait pas aller vers son propre père. Et j'étais prise au milieu de quelque chose que je ne comprenais pas. Quelque chose qui semblait dangereux d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Et la main de l'homme s'abaissa lentement. Sa mâchoire se crispa, un muscle tressautant sous la peau. Quand il me regarda à nouveau, la fureur était contenue, mais pas éteinte. Elle couvait sous la surface comme des braises prêtes à s'enflammer. « Depuis combien de temps êtes-vous avec elle ?» demanda-t-il. « Juste quelques minutes. Je l'ai vue assise seule et... » Le mot « seul » le frappa comme une lame. Son regard balaya la pièce et je vis plusieurs personnes soudainement très intéressées par leur verre. Madame Chen, une femme plus âgée, apparut comme par magie à son coude. C'était la responsable de l'entreprise de traiteurs qui m'avait engagée. Son visage était devenu livide. « Monsieur Salvatore, je peux expliquer. » Où était Maria? Sa voix resta calme, mais la température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Maria. Maria a dit que Sophia voulait rester près du piano et elle s'est juste absentée un instant pour... Pourquoi? Maintenant la colère transparaissait, tranchante et mortelle. Pour abandonner ma fille au milieu d'une pièce pleine d'étrangers. La bouche de Madame Chen s'ouvrit et se referma. Aucun mot n'en sortit. Je voulais disparaître, m'enfoncer dans le sol et ne jamais refaire surface. Mais la main de Sophia était toujours dans la mienne. Et une partie stupide et autodestructrice de moi ne pouvait pas l'abandonner comme tout le monde semblait l'avoir fait. Monsieur Salvatore se tourna vers moi. Vous? Quel est votre nom complet? Elena Moral, monsieur. Quel âge avez-vous? 22 ans. Ses yeux se plissèrent légèrement, me réévaluant. Et vous travaillez pour l'entreprise de Madame Chen? Oui, monsieur. Juste en intérim, via l'agence. Pourquoi est-ce que je lui disais tout ça? Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à me taire? Il resta silencieux un long moment, m'étudiant avec cette intensité troublante. Puis il regarda à nouveau Sophia, vraiment cette fois, et je vis quelque chose se fissurer dans cette façade de pierre. Quelque chose de brut. Elle ne laisse habituellement pas. Il s'interrompit, comme si les mots lui coûtaient. Elle ne laisse pas les gens la toucher. Elle ne répond pas aux étrangers. Ce n'était plus une accusation. C'était autre chose. De la confusion, peut-être. Ou de l'émerveillement. Je ne l'ai pas forcé, dis-je rapidement. J'ai simplement proposé.
C'est elle qui a choisi de prendre ma main. Son regard revint brusquement sur moi, cherchant le mensonge. Je soutins ses yeux. Même si tous mes instincts me hurlaient de détourner le regard, je n'avais rien à cacher. Pas à propos de ça. Finalement, il hocha la tête une fois, sec et décisif. Marco. L'un des gardes s'avança. Fais évacuer la salle. Tout le monde dehors sauf le personnel essentiel. Marco ne posa aucune question. Il sortit son téléphone et commença à passer des appels. En quelques secondes, des agents de sécurité que je n'avais même pas remarqués commencèrent à escorter poliment mais fermement les invités vers la sortie. Des protestations s'élevèrent, faibles, rapidement réduites au silence. Personne ne discutait vraiment avec Monsieur Salvatore. Madame Chen avait l'air sur le point de s'évanouir. Monsieur Salvatore, si je peux. Votre entreprise est renvoyée, Madame Chen. Son ton était presque conversationnel, ce qui le rendait encore plus terrifiant. Vous serez payé pour les services de ce soir. Mais si j'entends un jour que vous avez retravaillé dans cette ville, nous aurons une conversation très différente. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis tourna les talons et s'enfuit. Mon estomac se noua. Je venais de coûter à ma patronne toute son entreprise, et j'allais probablement être la suivante. Mais Monsieur Salvatore ne regardait plus Madame Chen. Il observait Sofia, qui avait enfin arrêté de trembler et se balançait légèrement au rythme de la musique du piano, qui n'avait pas cessé malgré le chaos. « Est-ce qu'elle veut continuer à danser ?» me demanda-t-il. La question me surprit tellement que je faillis ne pas répondre. Je pense que oui. Il hocha lentement la tête, puis fit quelque chose qui me choqua plus que tout le reste cette nuit-là. Il sortit son téléphone, appuya sur un bouton et parla calmement. « Annulez tout. Je reste ici ce soir. » Puis il me regarda, et je vis la menace revenir dans ses yeux. Mais elle était différente maintenant. Pas une violence immédiate, mais une promesse. Vous resterez aussi. Ce n'était pas une demande. La pièce se vida rapidement après ça. Les invités sortirent en jetant des regards en arrière et en murmurant. Le personnel débarrassait les assiettes et les verres avec une efficacité nerveuse. En moins de 20 minutes, l'immense pantouse était passée d'une foule compacte à presque vide. Je restais près du piano avec Sofia, tournant lentement au rythme de la musique. Le pianiste avait reçu l'ordre de continuer et il jouait avec un professionnalisme admirable, même si je voyais la tension dans ses épaules. Monsieur Salvatore s'était éloigné pour parler avec ses gardes, Marco et un autre homme dont je ne connaissais pas le nom. Leur conversation était basse et intense. J'attrapais des fragments. Inacceptable. La famille de Maria. Faire un exemple. J'essayais de ne pas écouter, de ne pas penser à ce que, faire un exemple, signifiait dans le monde d'un homme comme lui. Sofia s'était beaucoup détendue maintenant que la foule était partie. Ses mouvements étaient plus fluides, plus naturels. Elle émettait même à nouveau ce petit bourdonnement, accordé à la tonalité du piano. « Tu as une très belle voix », lui dis-je doucement. Elle ne répondit pas, mais son bourdonnement devint légèrement plus fort. Le pianiste termina son morceau et en commença immédiatement un autre, plus doux, plus mélodique. Je le reconnus vaguement d'un film que j'avais vu des années plus tôt. Mademoiselle Morale. Je me tournai et trouvai Monsieur Salvatore debout à quelques mètres. De près, sans la foule, il était encore plus imposant. Assez grand pour que je doive pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Large d'épaules d'une manière qui suggérait qu'il ne passait pas ses journées assis derrière un bureau. Il y avait une cicatrice, discrète mais visible, qui coupait son sourcil gauche. « Oui, monsieur. Vous pouvez arrêter de danser maintenant. Sofia doit manger. » Je baissai les yeux sur la petite fille qui ne montrait aucun signe de vouloir s'arrêter. Je ne pense pas qu'elle soit prête. « Elle doit manger, » répéta-t-il, plus fermement cette fois. Elle se sent dépassée quand sa routine est perturbée. La nourriture l'aidera à se recentrer. J'hésitai, puis arrêtai lentement de bouger. Sofia continua à se balancer un instant avant de s'immobiliser. Sa main glissa de la mienne et je ressentis la perte de ce petit contact plus que je n'aurais dû. Monsieur Salvatore s'approcha, s'accroupissant au niveau de sa fille. Je remarquai qu'il ne la touchait pas. Il gardait une distance prudente. « Sofia, tesoro, c'est l'heure du dîner. Tes pâtes préférées, au beurre et au parmesan. » Marco les a rapportées de chez Lucia. Les doigts de Sofia reprirent leur motif. Cercle, ligne, cercle, ligne. Mais elle se tourna vers son père. Une petite reconnaissance. « C'est ma grande fille, » dit-il d'une voix que je n'aurais jamais cru possible venant de lui. Douce. Allez, en cuisine. Il se leva et commença à marcher sans regarder derrière lui pour voir si elle le suivait. Après un moment, Sofia le fit. Ses pas étaient rapides et précis.
Elle ne me regarda pas. Je restais là, maladroite, ne sachant pas quoi faire. Étais-je censée partir? Rester? Les gardes étaient toujours présents, m'observant avec des expressions neutres qui semblaient pourtant menaçantes. Mademoiselle Morale. La voix de Monsieur Salvatore résonna depuis le couloir. Vous aussi. Je le suivis, mes baskets silencieuses sur le sol en marbre. La cuisine était énorme. Tout en acier inoxydable et plan de travail en granit, avec des appareils professionnels qui devaient coûter plus cher que tout mon appartement. Sophia avait grimpé sur un tabouret à l'îlot central, les mains sagement posées sur ses genoux. Monsieur Salvatore se déplaçait avec une aisance surprenante dans l'espace, sortant des contenants d'un sac que Marco avait apparemment apporté. L'odeur d'ail et de beurre envahit l'air, faisant grogner mon estomac de manière embarrassante. Il me jeta un regard. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?»« Ce matin, avant mon service. » Ça avait été un toast sec, parce que j'avais fini le beurre. Son expression ne changea pas, mais il sortit une autre assiette. « Asseyez-vous. » Je m'assis parce que discuter semblait une très mauvaise idée. Il servit les pâtes avec une efficacité experte. Simple mais parfait. Du beurre brillant sur des linguines fraîches, du parmesan râpé sur le dessus. Il plaça une assiette devant Sophia, qui prit immédiatement sa fourchette et commença à manger avec une précision concentrée. Une bouchée, mâchée exactement 10 fois. Avaler. Répéter. La deuxième assiette apparut devant moi. Je la fixai. Manger, ordonna-t-il en s'installant en face de nous avec sa propre assiette. Je pris ma fourchette d'une main tremblante. La première bouchée fut le paradis. Du vrai parmesan, du vrai beurre, des pâtes fraîches. Je dus fermer les yeux pour retenir la brûlure soudaine des larmes. Quand je les rouvris, il m'observait avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Vous n'avez rien mangé de la journée, » constata-t-il. « Je mange suffisamment. »« Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » Il prit une bouchée de son propre plat, mastiqua pensivement. « Pourquoi ? » « Pourquoi quoi ? Pourquoi avez-vous approché ma fille ? Vous saviez forcément que toucher l'enfant de quelqu'un sans permission pouvait très mal se terminer pour vous. » Je posai ma fourchette, soudainement plus du tout affamée. Elle avait l'air seule. Je sais ce que ça fait. Ses yeux se plissèrent. Vous êtes pauvre. Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. Oui. Famille. Ma mère. Elle est malade. Les factures médicales. Pourquoi est-ce que je lui racontais tout ça? Mon père est parti depuis des années. Il hocha lentement la tête, assimilant l'information. Vous travaillez plusieurs emplois. 3. L'agence, un dîner le week-end, et le réassort de nuit dans une épicerie quand ils ont besoin de mains supplémentaires. Et vous n'arrivez toujours pas à joindre les deux bouts. Ce n'était pas une question, donc je ne répondis pas. Sophia avait terminé ses pâtes et traçait maintenant des motifs sur son assiette vide. Toujours le même motif. Monsieur Salvatore se leva, prit son assiette, la rinça. Puis il se tourna vers moi. Je vais vous faire une proposition, Mademoiselle Morale. Et je veux que vous y réfléchissiez très attentivement avant de répondre. Mon cœur s'accéléra. Quel genre de proposition? Un travail. Ici, vous occupez de Sophia. Je clignai des yeux. Je ne suis pas nounou. Je n'ai aucune qualification. Sophia n'a pas besoin de qualification. Elle a besoin de quelqu'un qui la voit vraiment. Il s'approcha et je sentis tout le poids de sa présence. Vous l'avez vu ce soir, dans une pièce pleine de monde. Vous étiez la seule à la voir. Ça vaut plus que n'importe quel diplôme. Je ne comprends pas. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être. Je sais tout de vous, Elena Morale. Sa voix était douce, dangereuse. Au moment où vous vous êtes assise à ce comptoir, je connaissais déjà votre adresse, le diagnostic de votre mère, le montant exact de vos dettes, et tous les emplois que vous avez occupés ces 5 dernières années. Je sais que vous n'avez jamais été arrêté, pas même une contravention pour excès de vitesse. Je sais que vous envoyez de l'argent à votre abuela au Mexique tous les mois, même quand vous avez à peine de quoi manger. Le sang quitta mon visage. Comment? C'est ce que je fais. Je sais des choses. Je contrôle des choses. Il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Et en ce moment, je vous offre une chance de résoudre tous vos problèmes financiers d'un seul coup. Vous vous occupez de Sophia. Je vous paie extrêmement bien. Assez pour couvrir les factures médicales de votre mère, votre loyer, et il vous restera encore de l'argent. Ça semblait trop beau pour être vrai, ce qui signifiait que ça l'était forcément. Quelle est la contrepartie? Un fantôme de sourire traversa son visage. Maligne. La contrepartie, c'est que vous emménagez ici.
Vous êtes disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les besoins de Sophia passent toujours en premier. Et vous ne parlez jamais de cette famille à quiconque en dehors de ces murs. Jamais. Et si je refuse? Le sourire disparut. Alors vous partez ce soir et nous ne nous reverrons jamais. Mais les factures médicales de votre mère seront toujours là demain et après-demain. Et vous continuerez à vous tuer à la tâche pour des clopinettes. C'était une menace enveloppée de logique. Une cage dorée présentée comme un salut. Je regardais Sophia, qui bourdonnait à nouveau, ses doigts traçant leurs motifs sans fin. Cette petite fille invisible qui m'avait fait assez confiance pour danser avec moi. Combien? Murmurai-je. Il annonça un chiffre qui me fit tourner la tête. Par mois. Il m'offrait par mois ce que je gagnais actuellement en une année entière. Il doit y avoir autre chose, dis-je. Personne ne paie autant juste pour. Ma fille est autiste, mademoiselle Morale. Elle ne parle pas. Elle ne regarde pas les gens dans les yeux. Elle ne supporte pas qu'on la touche, sauf vous, apparemment. Sa voix s'était enrouée. En 8 ans, j'ai engagé 17 nounous. Elle les a toutes rejetées. Certaines ont tenu quelques jours. La plupart n'ont pas dépassé quelques heures. Mais ce soir, elle a dansé avec vous. Elle vous a laissé lui tenir la main. Vous comprenez à quel point c'est rare? Je comprenais. Je le voyais dans le désespoir caché sous son extérieur contrôlé. Cet homme puissant et dangereux était impuissant face à sa propre fille. J'ai besoin de réfléchir. Parvins-je à dire. Non. Le mot était définitif. Vous décidez maintenant. Cette offre expire au moment où vous franchirez cette porte. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, mademoiselle Morale. Mais c'est la meilleure offre que vous recevrez jamais. Alors choisissez, la vie de votre mère, votre vie, ou votre fierté. Je regardais à nouveau Sophia. Elle nous observait maintenant, ses yeux sombres passant de son père à moi, pas tout à fait concentrés, mais présents, conscients. Et je pensais à maman qui luttait pour respirer dans son lit d'hôpital, aux factures empilées sur mon comptoir de cuisine, aux 3 emplois qui me tuaient à petit feu sans jamais suffire. D'accord, murmurai-je. J'accepte. L'expression de Monsieur Salvatore ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se détendit imperceptiblement. Bien. Marco vous ramènera chez vous ce soir pour récupérer vos affaires. Vous commencez demain. Demain? Mais j'ai des shifts. C'est déjà réglé. Je dédommagerai vos employeurs. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose. Quel est l'hôpital de votre mère? Je le lui dis, engourdi. Il tapa encore. Puis il leva les yeux. Ses factures sont payées. Toutes. Considérez ça comme une prime de signature. La pièce tourna. Quoi? Les dettes médicales de votre mère. Elles ont disparu. Il s'éclaircit la gorge. De rien. Je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrivais plus à réfléchir. Cet homme venait d'effacer des années de dettes écrasantes avec quelques tapes sur son téléphone. Pourquoi? Demandai-je d'une voix brisée. Il regarda Sophia et, pendant un bref instant, le masque se fissura complètement. Je vis le père en dessous. Désespéré, épuisé, terrifié à l'idée d'échouer avec la seule personne qui comptait. Parce qu'elle a souri, dit-il doucement. Quand vous dansiez avec elle, ma fille a souri. Et je brûlerais cette ville entière pour revoir ce sourire. Marco me ramena chez moi dans un SUV noir qui devait coûter plus cher que tout mon immeuble. Les sièges en cuir étaient doux, la conduite fluide, et le silence était étouffant. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que nous avions quitté le Penthouse. Il s'était contenté d'ouvrir la portière et d'attendre que je monte. Je regardais par la fenêtre la ville qui défilait, l'esprit en vrac. Qu'est-ce que je venais d'accepter? 24 heures plus tôt, j'étais une femme de ménage qui galérait avec 3 jobs et une montagne de dettes. Maintenant, j'étais apparemment la nounou à plein temps de la fille autiste d'un chef mafieux. Mafia boss. Les mots résonnaient dans ma tête. Je n'étais pas stupide. Je savais très bien qui était Dante Salvatore. On ne commandait pas ce genre de peur, cette obéissance immédiate en dirigeant une entreprise légitime. La façon dont les gens s'étaient dispersés quand il était entré dans la pièce, les gardes armés, la manière désinvolte dont il avait détruit la carrière de Madame Chen d'une seule phrase. Cet homme vivait en dehors des lois. Et je venais d'accepter de vivre chez lui. Nous sommes arrivés, dit Marco en s'arrêtant devant mon immeuble. Mon bâtiment paraissait encore plus délabré à côté du SUV impeccable. Marche en béton fissuré, graffiti sur les murs, une fenêtre cassée au 2e étage recouverte de carton depuis des mois. Je vous attends, ajouta-t-il, sa première phrase complète à mon intention. Je hochai la tête et sortis, les jambes tremblantes. Les escaliers craquèrent sous mon poids tandis que je montais au 3e étage.
La télévision de Madame Rodriguez hurlait à travers sa porte. Quelqu'un cuisinait. L'odeur de banane plantain frites flottait dans le couloir. Mon appartement était sombre et silencieux. J'allumai la lumière et regardai autour de moi ce qu'était ma vie. Un studio à peine plus grand que la cuisine de Monsieur Salvatore, avec un lit Murphy qui ne se repliait plus, une plaque chauffante à la place d'une cuisinière, et une salle de bain où la douche ne fonctionnait que si on secouait la poignée exactement comme il fallait. C'était ça que j'allais laisser derrière moi. Ça, et la liberté de partir quand je voulais. Je sortis ma vieille valise de sous le lit et commençai à y ranger mes vêtements. Je n'avais presque pas de produits de toilette. La photo de maman et moi avant qu'elle tombe malade. Nous rions toutes les deux pour une raison que je ne me rappelais plus. Mon chargeur de téléphone. Un rosaire que mon abuela m'avait envoyé. Il me fallut moins de 15 minutes pour emballer toute ma vie. Je m'assis sur le lit, tenant la photo, et me permis de pleurer. Des larmes rapides et silencieuses. Puis j'essuyai mon visage, pris ma valise et partis sans me retourner. Marco prit la valise sans commentaire et la plaça dans le coffre. Le trajet de retour vers le Penthouse fut aussi silencieux que l'aller. Quand nous arrivâmes, un autre garde nous attendait à une entrée privée. « Ascenseur de service », expliqua-t-il d'une voix neutre. « Ordre de Monsieur Salvatore. Vous utiliserez cette entrée à partir de maintenant. » Bien sûr. Même dans mon nouveau rôle, j'étais toujours la domestique. L'ascenseur monta en douceur jusqu'au 23e étage. Le garde me guida à travers une partie du Penthouse que je n'avais pas vue auparavant. Un couloir bordé de portes, toutes fermées. « Votre chambre. » Il ouvrit l'une d'elles et recula pour me laisser entrer. Je franchis le seuil et m'arrêtai net. La chambre était plus grande que tout mon ancien appartement. Un lit queen size avec une couette crème, une commode, un bureau, une porte menant à une salle de bain privée, et des fenêtres donnant sur la ville. C'était simple, élégant, et complètement écrasant. La chambre de Sofia est juste à côté, continua le garde. La suite de Monsieur Salvatore est au bout du couloir. La cuisine et les espaces communs sont ceux que vous avez vus ce soir. N'entrez jamais dans le bureau ou la chambre de Monsieur Salvatore sans permission. Ne répondez pas à la porte. Ne parlez pas aux visiteurs sauf si Monsieur Salvatore vous présente. Des questions? J'en avais environ 1 million, mais je me contentais de secouer la tête. Bien. Quelqu'un vous briefera sur les routines de Sofia demain matin. Dormez un peu. Il partit en refermant la porte derrière lui. Je posai ma valise et m'approchai de la fenêtre. La ville s'étendait en contrebas, ses lumières scintillant comme une promesse, ou une menace. Je n'arrivais pas à décider. Qu'est-ce que j'avais fait? Je me réveillais au soleil qui entrait à flot par les fenêtres que j'avais oublié de couvrir. Pendant un instant confus, je ne savais plus où j'étais. Puis les souvenirs me submergèrent d'un coup. Le Penthouse. Sofia. Les yeux noirs de Monsieur Salvatore qui m'observait comme si j'étais un problème à résoudre. Un coup frappé à la porte me fit sursauter. Mademoiselle Morale? Une voix féminine avec un accent. Je suis Maria. Je peux entrer? Maria, la nounou qui avait abandonné Sofia la veille. J'ouvris la porte et découvris une femme d'une 50aine d'années, cheveux noirs striés de gris, avec une expression de politesse professionnelle qui n'atteignait pas ses yeux. Bonjour, dit-elle froidement. Monsieur Salvatore m'a demandé de vous montrer la routine de Sofia avant mon départ. Départ. J'ai été renvoyée. Son sourire était crispé. Apparemment, vous êtes mon remplacement. L'hostilité était subtile, mais bien présente. Je ne pouvais pas vraiment lui en vouloir. J'avais probablement coûté son emploi bien payé. Mais je me souvenais aussi de Sofia assise seule. Pendant que cette femme faisait quoi? Qu'est-ce qui avait pu être plus important que de surveiller une enfant vulnérable? Je suis désolée, dis-je sincèrement. Je ne voulais pas. Elle me dépassa et entra dans le couloir. Sofia se réveille à 7 heures. Elle prend son petit déjeuner à 7h30. Toujours la même chose, œufs brouillés, toast nature, jus d'orange dans le gobelet bleu. Jamais le rouge. Elle mange exactement la moitié, puis s'arrête. N'essayez pas de la faire manger plus. Je la suivis jusqu'à la chambre de Sofia. Maria frappa 2 fois, puis entra sans attendre de réponse. La pièce était un modèle de conception réfléchi, ton doux de bleu et blanc, décoration minimaliste, un lit avec des couvertures lestées, des étagères organisées avec des livres et des jouets rangés par couleur et par taille. Près de la fenêtre, un petit clavier de piano. Sofia était assise à une table à sa taille, déjà habillée d'une simple robe bleue, les cheveux dans la même tresse serrée que la veille. Elle dessinait le même motif qu'elle avait tracé sur ses genoux. Cercle, ligne, encore et encore sur une feuille de papier. Elle ne leva pas les yeux quand nous entrâmes.
Après le petit déjeuner, elle joue généralement avec ses blocs ou le piano. Elle adore les motifs, les répétitions. À 10 heures, elle a sa thérapie. L'orthophoniste vient le lundi et le jeudi. L'ergothérapeute le mardi et le vendredi. Déjeuner à midi. Sieste à 13 heures. Elle va résister, mais elle en a besoin. L'après-midi est un moment calme, généralement plus de jeux ou parfois des vidéos éducatives. Dîner à 18 heures, bain à 19h30, coucher à 20h30. Maria débita l'emploi du temps comme un sergent donnant des ordres. Elle n'aime pas les changements, elle n'aime pas les bruits forts, elle n'aime pas qu'on la touche sans prévenir, et elle ne parle pas. Parfois elle fredonne ou fait des sons, mais pas de mots. N'espérez pas de conversation. Je n'en espérais pas, répondis-je doucement. Les yeux de Maria se plissèrent. Vous pensez que parce qu'elle a dansé avec vous une fois, vous la comprenez? Vous ne la comprenez pas, Sofia est compliquée. Difficile. Je suis avec la famille Salvatore depuis 3 ans et elle ne s'est jamais attachée à moi. Jamais. Mais une seule nuit avec vous et soudain. Elle secoua la tête. Ne soyez pas trop confiante. Les enfants comme elles sont imprévisibles. Les enfants comme elle? Répétai-je, ma voix plus tranchante que je ne l'aurais voulu. Vous savez très bien ce que je veux dire. En réalité, non. C'est juste une petite fille qui perçoit le monde différemment. Maria laissa échapper un rire sec et froid. Bonne chance avec cette attitude. Vous verrez. Donnez-lui une semaine et vous comprendrez pourquoi 17 nounous ont démissionné. Elle partit. Et je restais là, debout dans l'encadrement de la porte, à regarder Sofia dessiner son motif sans fin. La petite fille n'avait reconnu ni l'une ni l'autre. Elle n'avait montré aucun signe qu'elle avait entendu la conversation qui la concernait. Mais je me demandais combien elle comprenait, combien elle absorbait. Le fait qu'elle ne réponde pas ne signifiait pas qu'elle n'entendait pas. Je m'avançai lentement dans la chambre, en m'assurant que mes pas soient bien audibles. Bonjour Sofia. C'est Elena, celle d'hier soir. On a dansé ensemble, tu te souviens? Aucune réponse. Son crayon continuait de glisser régulièrement sur le papier. Je vais rester ici pendant un moment. Passer du temps avec toi, si ça te va. Cercle, ligne, cercle, ligne. Je m'assis par terre à quelques mètres d'elle. Assez proche pour être présente, mais sans envahir son espace. C'est un très beau motif que tu dessines. Très précis. Pendant un long moment, il ne se passa rien. Puis la main de Sofia s'arrêta juste une seconde avant de reprendre. Elle m'avait entendu. Les jours se confondirent au début. J'appris la routine de Sofia, j'appris le rythme de cette maison qui tournait autour d'elle comme une danse prudente. Monsieur Salvatore partait tôt chaque matin, à 6 heures, parfois plus tôt. J'entendais le grondement bas de sa voix, l'efficacité silencieuse de Marco et des autres gardes. Puis l'ascenseur privé, et il disparaissait. Il rentrait rarement avant le dîner. Et quand il revenait, il était différent. Toujours contrôlé, toujours dominant, mais plus doux avec Sofia. Il la trouvait où qu'elle soit, généralement dans sa chambre ou le salon avec ses blocs, et s'asseyait près d'elle, sans la toucher, sans exiger d'attention, juste présent. Parfois elle le reconnaissait par un son ou un regard. Parfois non. Je l'observais attentivement pendant ces moments. Je voyais sa mâchoire se crisper quand elle ne répondait pas. La façon dont ses mains se serraient comme s'il avait envie de la toucher mais savait qu'il ne devait pas. Cet homme puissant qui pouvait diriger tout un empire criminel était impuissant face à la distance de sa fille. Ça me brisait quelque chose de le voir comme ça. Le 4e jour, Sofia me laissa m'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle jouait avec ses blocs. Elle construisait des tours, toujours exactement 7 blocs de haut, toujours dans le même ordre de couleurs, rouge, bleu, jaune, vert, violet, orange, rose. Puis elle les faisait tomber et recommençait. Est-ce que je peux en construire une aussi? Demandai-je doucement. Elle ne répondit pas, mais elle poussa quelques blocs vers moi. Progrès. Je construisis ma tour à côté de la sienne. Même hauteur, même motif. Quand j'eus terminé, elle la regarda longuement. Puis elle tendit la main et ajusta l'un de mes blocs. Le violet était légèrement de travers. Merci, dis-je. Tu as raison. C'est mieux comme ça. Ses doigts effleurèrent les miens quand elle retira sa main. Juste un murmure de contact, mais intentionnel. Ma gorge se serra. Ce soir-là, Monsieur Salvatore rentra plus tôt que d'habitude. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner de Sofia, encore des pâtes, son plat préféré, quand j'entendis l'ascenseur. Il entra, encore en veste de costume, mais sa cravate était desserrée et il avait l'air fatigué. Un bleu était en train de se former le long de sa mâchoire. Que s'est-il passé? Les mots étaient sortis avant que je puisse les retenir. Il toucha le bleu distraitement. Un désaccord professionnel.
On dirait que c'était un désaccord douloureux. Ses yeux rencontrèrent les miens et, pendant un instant, je vis une lueur d'amusement sombre. Tu devrais voir l'autre type. Je me retournai vers la cuisinière, remuant les pattes. Sophia a passé une bonne journée. Elle a joué avec ses blocs et m'a laissé m'asseoir avec elle. Elle a même corrigé l'une de mes tours. Il s'approcha et je pris soudainement conscience de combien la cuisine semblait petite avec lui dedans. C'est bien. Des progrès. Elle est incroyable, vous savez. Tellement intelligente. Les motifs qu'elle crée sont complexes. Je pense qu'elle a peut-être un don pour les mathématiques ou la musique. Sa mère adorait la musique. Les mots étaient sortis doucement, presque à contre-cœur. Je lui jetai un regard. Nous n'avions jamais parlé de la mère de Sophia. J'avais remarqué l'absence de toute présence féminine dans le Penthouse, mais j'avais eu trop peur de poser la question. Elle est morte il y a 3 ans. Sa voix était plate, sans émotion, mais sa main serra le bord du comptoir si fort que ses jointures blanchirent. Accident de voiture. Elle emmenait Sophia à sa thérapie. Un camion a grillé un feu rouge. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Il hocha la tête une fois, sèchement. Sophia était dans la voiture. Elle n'a pas été blessée physiquement, mais elle a arrêté de parler après ça. Les médecins ont dit que c'était le traumatisme, en plus de son état existant. Elle disait déjà quelques mots avant. Maman. Musique. Des choses simples. Après l'accident, plus rien. Le poids de ces mots s'abattit sur la cuisine comme une lourde couverture. Cette petite fille avait perdu sa mère et sa voix en un seul terribline. Monsieur Salvatore. Dante. Il me regarda, ses yeux sombres intenses. Quand nous sommes ici, en privé, tu peux m'appeler Dante. Le passage au tutoiement semblait dangereux. Intime. Dante, répétai-je, testant le prénom. Est-ce qu'elle a montré des signes de parole depuis? Non. Les thérapeutes sont optimistes, mais il haussa les épaules, un geste de fausse désinvolture. J'ai appris à ne plus trop espérer. Je voulais dire quelque chose de réconfortant, quelque chose qui apaiserait la douleur que je voyais sous son extérieur contrôlé. Mais que pouvais-je dire qui ne sommes pas condescendants ou vides? Au lieu de ça, j'ai goûté les pâtes et les servis. Elle t'attend. Elle écoute toujours l'ascenseur à cette heure-ci. Quelque chose changea dans son expression. Elle le fait tous les soirs. Vers 18h30, elle arrête ce qu'elle fait et se tourne vers le couloir, comme si elle attendait. Il me fixa longuement. Puis, sans ajouter un mot, il quitta la cuisine. J'entendis ses pas dans le couloir. Puis sa voix, basse et douce. Salut, Piccolina. Papa est rentré. Je n'entendis pas la réponse de Sophia, s'il y en eut une, mais quelques minutes plus tard, ils apparurent tous les deux dans la cuisine. Sophia grimpa sur son tabouret habituel et Dante s'assit à côté d'elle. Je les servis tous les deux, puis commençai à partir. Reste. La voix de Dante m'arrêta. Mange avec nous. Ce n'était pas vraiment une demande, mais pas non plus un ordre. Quelque chose entre les deux. Je m'assis et nous mangeâmes ensemble dans un silence confortable. Sophia avec son rythme précis de 10 mastications. Dante observant sa fille avec une émotion à peine contenue, et moi essayant de comprendre comment ma vie avait changé si radicalement en moins d'une semaine. Après le dîner, Dante porta Sophia dans sa chambre pour le bain, une routine que j'avais appris qu'il gérait toujours lui-même. Je rangeai la cuisine, écoutant le bruit de l'eau qui coulait et la voix basse de Dante qui lisait une histoire. Quand il ressortit 1 heure plus tard, j'étais installée sur le canapé avec un livre que j'avais trouvé dans la bibliothèque. Il avait changé pour un pantalon sombre et une chemise noire, les cheveux encore légèrement humides. Elle t'a réclamé. Les mots étaient prudents. Mesurés. Je levai les yeux. Quoi? Pas avec des mots. Mais quand je la mettais au lit, elle n'arrêtait pas de regarder la porte et elle faisait un son, comme si elle appelait quelqu'un. Mon cœur se serra. Est-ce que je devrais? Demain. Je ne veux pas perturber sa routine ce soir. Mais demain, tu m'aideras pour le coucher. Je hochai la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Dante se servit un verre au bar, du whisky sec et s'assit dans le fauteuil en face de moi. Parle-moi de ta mère. Comment va-t-elle? Le changement de sujet me prit au dépourvu. Elle va mieux. Le nouveau médicament l'aide. Elle m'a appelé hier en pleurant. Elle n'arrivait pas à croire que les factures étaient payées. Elle pensait que c'était une erreur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'avais trouvé un nouveau travail. Ah bon? J'hésitais. Je ne lui ai pas dit quel genre de travail ni pour qui je travaillais. Intelligent. Il prit une gorgée de son verre. Est-ce qu'elle sait qui je suis? Ce que je fais? Non, elle ne suit pas beaucoup les actualités. Et je m'interrompis.
Et tu as honte de lui dire que tu travailles pour un criminel. Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. Je n'ai pas honte. Je suis reconnaissante. Mais je sais aussi que ce que tu fais est dangereux, et je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Il m'étudia par-dessus le bord de son verre. Tu n'as pas peur de moi. Je n'ai pas dit ça. Mais non, tu n'as pas peur. La plupart des gens qui savent ce que je suis arrivent à peine à me regarder dans les yeux. Toi, tu me fixes droit dans les yeux. Pourquoi? Je posai mon livre. Tu veux la vérité? Toujours. Tu es terrifiant. Les choses que tu peux faire, le pouvoir que tu as. Oui, ça me fait peur. Mais Sophia n'a pas peur de toi. Et si elle peut te faire confiance, alors peut-être que moi aussi je peux. Quelque chose brilla dans ses yeux. Ma fille a très mauvais goût en matière de jugement. Elle faisait confiance à Maria. Et Maria l'a abandonnée. Maria ne l'a pas abandonnée volontairement, dis-je, même si je ne savais pas pourquoi je défendais cette femme. Elle n'a simplement pas compris. Il n'y a aucune excuse pour laisser une enfant seule, répondit-il d'une voix devenue froide. Surtout pas mon enfant. Pas quand j'ai clairement fait savoir que sa sécurité est la seule chose qui compte. Qu'est-il arrivé à Maria? Demandai-je doucement. Elle est en vie, si c'est ce que tu veux savoir. Je ne fais pas de mal aux innocents, Elena. Il termina son verre et le posa avec un contrôle précis. Mais sa famille devait de l'argent à certains de mes associés. Cette dette est maintenant réglée, et ils ont été fortement encouragés à déménager dans une autre ville. Maria aura du mal à trouver du nouveau travail. J'aurais dû être horrifiée. J'aurais dû voir ça comme la preuve que c'était le monstre dont tout le monde parlait. Mais tout ce à quoi je pensais, c'est qu'il avait ruiné la vie de quelqu'un pour avoir mal surveillé sa fille. Et d'une certaine façon tordue, ça avait du sens. Tu es un bon père, dis-je. Il rit, un rire sec et amer. Je suis un très mauvais père. J'ai construit un empire sur la violence et la peur. Et ma fille ne peut même pas me regarder la plupart du temps. Je ne la mérite pas. Mais tu l'aimes plus que tout au monde. Les mots étaient crus, dépouillés de toute prétention. Elle est tout ce qu'il me reste de Maria. Tout ce que j'ai de bon, de pur et qui n'a pas été touché par les choses que j'ai faites. Et je ferai n'importe quoi, je détruirai n'importe qui, pour la garder en sécurité et heureuse. L'intensité dans sa voix me donna des frissons. Cet homme pensait chaque mot. Un homme qui brûlerait le monde pour son enfant. Alors tu es exactement le père dont elle a besoin, dis-je doucement. Il se leva brusquement, son contrôle reprenant sa place comme un masque. Il est tard. Tu devrais te reposer. Demain c'est le jour de thérapie de Sophia. Elle aura besoin de toi. Je hochai la tête et me levai, prenant mon livre. Alors que je passais devant lui, sa main jaillit et attrapa mon poignet, pas fort, mais fermement, m'arrêtant. Merci, dit-il doucement. Pour l'avoir vu. Pour être resté. Son pouce effleura mon pouls, et je ressentis ce contact partout. Dangereux. C'était dangereux. De rien, murmurai-je. Il me lâcha et je m'enfuis vers ma chambre, le cœur battant pour des raisons que je refusais absolument d'examiner. 3 semaines passèrent dans un rythme que je n'avais pas imaginé trouver réconfortant. La routine de Sophia devint ma routine. J'appris la température exacte qu'elle préférait pour son bain. La façon précise dont elle aimait que son toast soit coupé. En diagonale, jamais droit. J'appris que les mardis étaient plus difficiles que les autres jours. Que les bruits soudains la faisaient se replier sur elle-même. Que la couleur jaune la calmait quand elle était submergée. Et j'appris à connaître Dante Salvatore d'une manière que je n'avais pas anticipée. Il était prudent avec Sophia, douloureusement prudent. Chaque mouvement était délibéré, chaque mot mesuré. Il ne haussait jamais la voix en sa présence. Il ne faisait jamais de gestes brusques. Quand il la prenait dans ses bras à moments rares, généralement quand elle était somnolente, ses mains étaient douces d'une façon qui contredisait tout le reste chez lui. Mais avec moi, il devenait moins prudent. Ça avait commencé petit. Une main dans mon dos quand il passait dans la cuisine, ses doigts effleurant les miens quand nous tendions la main en même temps vers le gobelet de Sophia, la façon dont ses yeux me suivaient à travers la pièce, sombre et évaluateur, et quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à nommer. Je me disais que je l'imaginais, qu'un homme comme lui ne regarderait jamais 2 fois quelqu'un comme moi, une pauvre femme de ménage qu'il avait engagée par désespoir. Mais la tension entre nous grandissait chaque jour, épaisse, électrique, et impossible à ignorer. Jeudi après-midi, Sophia faisait la sieste quand Dante rentra plus tôt que d'habitude. J'étais dans le salon en train de plier son linge, une tâche que j'avais reprise parce que j'avais remarqué que la femme de ménage le pliait toujours mal, ce qui perturbait le sens de l'ordre de Sophia. Elena. Sa voix me fit sursauter. Je me retournai et le trouvai dans l'encadrement de la porte, encore en costume, mais sans veste et les manches retroussées. Il y avait du sang sur le poignet de sa chemise.
Tu es blessé? J'étais debout avant même d'avoir réfléchi. Il baissa les yeux sur le sang comme s'il l'avait oublié. Ce n'est pas le mien. Oh! Je me rassis, le cœur encore battant. Toujours les affaires. Il entra dans la pièce et je fus à nouveau frappé par la façon dont il remplissait l'espace. Comment l'air semblait changer quand il arrivait. Où est Sophia? Elle dort. Elle a eu une bonne séance avec son orthophoniste ce matin. Le docteur Chen a dit qu'elle montrait plus d'engagement. Quelque chose s'adoucit sur son visage. C'est grâce à toi. Elle est différente depuis que tu es arrivé. Elle a toujours été incroyable. Elle avait juste besoin que quelqu'un fasse vraiment attention à elle. Il s'assit dans le fauteuil en face de moi, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Tu la défends constamment, même contre les compliments. Les gens la sous-estiment parce qu'elle est différente. Je ne le ferai pas. Non, tu ne le ferais pas. Il se pencha en arrière, m'étudiant avec cette intensité troublante. Dis-moi quelque chose, Elena. Es-tu heureuse ici? La question me surprit. Oui. Pourquoi ne sors-tu jamais? Tu ne quittes la maison que pour rendre visite à ta mère le dimanche. Tu n'as pas d'amis? Un petit ami? La chaleur me monta au cou. J'ai des amis. Je leur envoie des messages. Et... non, pas de petit ami. Pourquoi pas? C'est une question plutôt personnelle. Nous vivons sous le même toit. J'ai payé les dettes médicales de ta mère et triplé ton ancien salaire. Je pense que nous avons dépassé les limites professionnelles, tu ne crois pas? Il n'avait pas tort. Je n'ai pas le temps pour les rendez-vous. Je ne l'ai jamais eu. Même avant ça. Et maintenant? Sa voix était descendue plus bas. Est-ce que tu veux du temps pour ça? Je posai la chemise que j'étais en train de plier et le regardai droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu me demandes vraiment, Dante? L'utilisation de son prénom fit briller quelque chose. Dans son expression. Je te demande si tu es contente, s'il y a quelque chose dont tu as besoin et que je ne te donne pas. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Vraiment? Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Parce que j'ai remarqué des choses. La façon dont tu regardes la porte quand Marco apporte les courses. Comme si tu pensais à partir. La façon dont tu sursautes parfois quand je rentre. Tu n'es pas prisonnière ici, Elena. Si tu veux partir. Je ne veux pas partir. Les mots sortirent plus fort que je ne l'avais voulu. Sophia a besoin de moi, et j'aime être ici. J'aime m'occuper d'elle. Juste d'elle? La question resta suspendue entre nous, chargée d'un sens que je n'étais pas prête à examiner point avant que je puisse répondre. Mon téléphone vibra. Je l'attrapai avec soulagement, ayant besoin de cette distraction. Le message fit couler mon sang comme de la glace. Elena, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Dante, déjà debout, en alerte. C'est la voisine de ma mère. Elle dit que maman s'est effondrée. Il l'emmène à l'hôpital. Mes mains tremblaient pendant que j'essayais d'ouvrir l'application de VTC. Marco va te conduire, dit Dante, son téléphone déjà en main. Et je viens avec toi. Tu n'es pas obligé. Sophia dort. Madame Patterson, la voisine, peut la surveiller pendant quelques heures. Tu ne vas pas affronter ça toute seule. Je voulais protester, mais la peur qui m'étranglait la gorge m'en empêcha. Je me contentais de hocher la tête. L'hôpital sentait l'antiseptique et le désespoir. J'avais passé trop de temps dans des endroits comme celui-ci ces 2 dernières années, à regarder ma mère s'affaiblir un peu plus à chaque visite. Mais cette fois, c'était différent. Plus urgent. Plus terrifiant. Dante resta près de moi pendant que nous traversions les urgences. Sa simple présence semblait fendre le chaos. Une infirmière qui s'apprêtait à nous dire d'attendre nous donna soudain le numéro de chambre de ma mère. Un médecin apparut en quelques minutes pour nous donner des nouvelles. Pneumonie, expliqua-t-il. Son système immunitaire est affaibli à cause des traitements contre le cancer. Nous l'avons mise sous antibiotiques et oxygène. Elle est stable pour le moment, mais les prochaines 24 heures sont critiques. Mes jambes flageolèrent. La main de Dante attrapa mon coude pour me stabiliser. Est-ce que je peux la voir? Demandai-je. Chambre 412. Mais elle dort. Je courus presque jusqu'à l'ascenseur. Dante me suivit en silence. Ma mère semblait si petite dans ce lit d'hôpital, entourée de machines et de tubes. Sa peau était grise. Sa respiration était laborieuse, même avec le masque à oxygène. Je m'effondrai sur la chaise à côté d'elle et pris sa main. « Maman !» murmurai-je. « Je suis là. Je suis juste là. » Ses paupières papillonnèrent, son regard trouble. Puis elle me vit et essaya de sourire. « Mia !»« Ne parle pas, repose-toi juste. » Elle serra faiblement ma main. Puis son regard glissa derrière moi,
vers l'endroit où Dante se tenait près de la porte. La confusion traversa son visage. C'est mon employeur, expliquai-je rapidement. Monsieur Salvatore. Il m'a conduite ici. Dante s'approcha, son expression soigneusement neutre. Madame Morale, je suis désolée que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Ma mère l'étudia avec une acuité surprenante malgré son état. C'est vous, celui qui a tout payé. Maman, merci, murmura-t-elle. Pour avoir aidé mon Elena. Quelque chose brilla dans les yeux de Dante. Votre fille est exceptionnelle, Madame Morale. C'est moi qui devrais être reconnaissant. Elle sourit, puis toussa. Un son humide et rauque qui fit monter la panique en moi. Une infirmière entra rapidement, vérifia ses constantes et ajusta quelque chose sur l'une des machines. Elle a besoin de repos, dit l'infirmière gentiment. Vous pouvez rester, mais gardez le silence. Je hochai la tête, incapable de parler. Dante toucha mon épaule. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Il sortit et je restai assise avec ma mère, tenant sa main pendant qu'elle replongeait dans le sommeil. Les heures passèrent. Les infirmières allaient et venaient. Les machines bipaient leur rythme régulier et je priais un Dieu dont je n'étais plus très sûre qu'il écoute. Quand je sortis enfin, épuisée et vidée, je trouvai Dante exactement là où il avait dit qu'il serait. Assis dans le couloir, toujours dans sa chemise tachée de sang, travaillant sur son téléphone. Il se leva immédiatement. Comment va-t-elle? Elle dort. Ils disent qu'elle est stable. Je me frottais les yeux. Tu n'étais pas obligé d'attendre. Où voudrais-tu que je sois? Cette simple phrase fit voler en éclats quelque chose en moi. J'avais été si forte, si contrôlée. Mais sa présence calme, sa certitude, mon armure se fissura. Je ne peux pas la perdre, murmurai-je. Elle est tout ce que j'ai. Tu ne la perdras pas. Je m'en assurerai. Il le dit avec une conviction si absolue que je faillis le croire, comme s'il pouvait ordonner à la mort elle-même de reculer. Tu ne peux pas tout contrôler, Dante. Regarde-moi. Il sortit à nouveau son téléphone et passa un appel. J'ai besoin du docteur Ramos à l'hôpital Sainte-Catherine. Oui, ce soir. Je me fiche de ce qu'il fait. Dites-lui que Dante Salvatore a besoin de lui et il viendra. Il raccrocha. Le docteur Ramos est le meilleur pneumologue de la Côte. Il sera là dans l'heure. Tu ne peux pas juste. Si, je peux. Et je l'ai fait. Ta mère aura les meilleurs soins disponibles. Point final. J'aurais dû protester. J'aurais dû garder un peu d'indépendance, un peu de fierté. Mais j'étais trop fatiguée et trop effrayée. Merci. Il s'approcha et soudain le couloir sembla très étroit. Tu n'as pas à me remercier, Elena. Tu fais maintenant partie de ma maison. Ça veut dire que tu es sous ma protection. Toi et les tiens. Je ne suis que la nounou. Tu es bien plus que ça. Sa main se leva, ses doigts effleurant ma joue avec une douceur surprenante. Tu as ramené ma fille à la vie. Tu l'as fait sourire. Tu as une idée de ce que ça représente pour moi? Je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrivais plus à penser. Son toucher était du feu et de la glace en même temps. Dante. Monsieur Salvatore. Une infirmière approcha, brisant le moment. Le docteur Ramos est arrivé pour Madame Morale. Dante recula avec fluidité, son masque professionnel reprenant sa place. Conduisez-le à sa chambre. L'heure qui suivit fut un brouillard de jargon médical et d'examen. Le docteur Ramos était effectivement excellent, minutieux, confiant, rassurant. Il ajusta le plan de traitement, commanda des tests supplémentaires et promit de la suivre personnellement. Quand nous quittâmes l'hôpital, il était presque minuit. Ma mère était stable, dormant paisiblement sous la surveillance du meilleur médecin que l'argent pouvait acheter. Marco nous ramena en silence. Je regardais par la fenêtre, essayant de tout digérer. La peur, le soulagement, la façon dont Dante avait simplement fait bouger les choses d'un simple coup de téléphone, la façon dont il était resté. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, dis-je doucement. Si, je devais le faire. Il n'en dit pas plus. Quand nous arrivâmes aux Pentouzes, Madame Patterson nous informa que Sophia s'était réveillée une fois, m'avait cherché, puis s'était rendormie. Dante la remercia et la renvoya chez elle avec ce que je soupçonnais être un paiement extrêmement généreux. Puis nous nous retrouvâmes seuls dans l'appartement silencieux. Tu devrais aller la voir, dit Dante. Elle se sentira mieux en sachant que tu es rentré. Je hochai la tête et me dirigeai vers la chambre de Sophia. Elle était recroquevillée sous sa couverture lestée, respirant profondément. Je m'assis au bord de son lit, observant son visage paisible. Elena. Je me tournai et trouvai Dante dans l'encadrement de la porte. Je vais prendre une douche. Il y a à manger dans la cuisine si tu as faim. Et Elena,
Sa voix s'adoucit. Ta mère va s'en sortir. Je te le promets. Tu ne peux pas promettre ça. Si, je peux. Et je le fais. Rien ne se passe dans cette ville sans que je le sache ou que je le permette. Ça inclut la mort. Ta mère ne mourra pas sous ma surveillance. Cette arrogance aurait dû m'agacer. Au lieu de ça, elle était étrangement réconfortante. Il partit et je restai un peu plus longtemps avec Sophia avant de finalement regagner ma chambre. Je pris une douche, lavant l'odeur d'hôpital et la peur. Puis j'enfilai mon pyjama. J'étais épuisée, mais trop tendue pour dormir. Mon esprit repassait sans cesse la journée. Le visage gris de maman, la présence solide de Dante, la façon dont il avait touché ma joue. Un coup léger à la porte me fit sursauter. J'ouvris et trouvai Dante, fraîchement douché, portant un pantalon de survêtement noir et un t-shirt. Plus décontracté que je ne l'avais jamais vu. Ça le faisait paraître plus jeune, moins intimidant, presque accessible. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-il. « Non. Viens. Je connais quelque chose qui aide. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû maintenir les limites. Mais je le suivis quand même dans le couloir jusqu'à une porte que je n'avais jamais vue ouverte. À l'intérieur se trouvait une bibliothèque. Des étagères du sol au plafond remplies de livres, des fauteuils en cuir, une cheminée. Il se dirigea vers un meuble et sortit une bouteille de verre. Whisky? Je ne bois pas habituellement. Ce soir, si. Il versa 2 doigts dans chaque verre et m'entendit un. Aux mères obstinées qui refusent d'abandonner. Je fis teinter mon verre contre le sien et pris une gorgée. Ça brûla en descendant, chaud et fumé. Nous nous assîmes dans les fauteuils en cuir. Le silence était confortable. Dante fixait son verre comme s'il contenait des réponses. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, dit-il soudain. Cancer. Mon père n'était pas un homme bien. Elle était la seule chose douce dans notre monde. Quand elle est morte, j'ai arrêté de croire en la bonté. J'attendis, sentant qu'il avait besoin de le dire. Jusqu'à Maria. Elle était bonne, elle aussi. Gentille. Elle voyait quelque chose en moi qui valait la peine d'être aimée. Dieu sait pourquoi. Et puis Sophia est arrivée. Et pendant un moment, j'ai pensé que je pourrais être quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur. Il vida son verre. Puis Maria est morte. Et je me suis souvenu que les hommes comme moi n'ont pas le droit de garder les bonnes choses. Il serra la mâchoire. Sophia finira par me détester. Ils finissent tous par me détester. Je ne te déteste pas. Il me regarda brusquement. Tu devrais. Pourquoi? Parce que tu as été rien d'autre que généreux avec moi et ma mère. Parce que tu aimes ta fille. Parce que je suis un monstre, Elena. Il se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas. J'ai tué des gens. J'ai ordonné des morts. J'ai détruit des vies. Je dirige un empire construit sur la peur et le sang. Et je ne perds pas le sommeil pour ça. Alors pourquoi me le dire? Pourquoi me mettre en garde? Il s'arrêta et se tourna vers moi. Parce que tu me regardes comme si j'étais humain. Comme si je n'étais pas un monstre. Et c'est dangereux pour nous deux. Je me levai à mon tour et réduisis la distance entre nous. Peut-être que tu es humain. Peut-être que tu es à la fois le monstre et l'homme. Et lequel vois-tu en ce moment? Je levai les yeux vers lui. Cet homme puissant, dangereux et brisé qui était resté des heures dans un couloir d'hôpital parce que j'avais besoin de lui. En ce moment, je vois un père qui déplacerait le ciel et la terre pour sa fille. Je vois quelqu'un qui tient parole. Je vois quelqu'un qui me fait me sentir en sécurité. Tu ne devrais pas te sentir en sécurité avec moi, murmura-t-il, sa main glissant dans mes cheveux. Tu devrais fuir. Je ne fuis pas. Elena. Ma mère est en vie grâce à toi. Sophia sourit grâce à moi. Peut-être que nous avions tous les deux besoin l'un de l'autre. Il me fixa longuement, quelque chose de féroce et de vorace dans le regard. Puis il recula, brisant le contact. Va te coucher, Elena. Avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû partir. Mais au lieu de ça, je réduisis à nouveau la distance et l'embrassai. Pendant une seconde, Dante devint complètement immobile. Puis son contrôle vola en éclats. Ses mains encadrèrent mon visage tandis qu'il me rendait mon baiser avec une intensité qui me coupa le souffle. Ce n'était ni doux ni hésitant. C'était un besoin brut, un désir à peine contenu. Sa bouche bougeait contre la mienne comme s'il se noyait et que j'étais l'air, désespéré et dévorant. Je haletai et il approfondit le baiser, une main glissant sur ma nuque, l'autre sur ma taille, me pressant contre lui. Je sentais la tension dans son corps, la façon dont il tremblait de retenue même en me dévorant. Quand nous nous séparâmes enfin, tous les deux essoufflés, son front reposa contre le mien. C'est une erreur,
murmura-t-il. Mais ses mains ne m'avaient pas lâché. Probablement. Je ne suis pas bon pour toi, Elena. Je ne suis bon pour personne. Laisse-moi en décider. Il recula juste assez pour me regarder, ses yeux sombres fouillant les miens. Si nous faisons ça, si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne partage pas. Je ne fais pas dans le casual. Tu serais à moi. Et je protège ce qui est à moi de toutes mes forces. Cette possessivité aurait dû m'effrayer. Au lieu de ça, elle fit naître une chaleur au creux de mon ventre. Je suis déjà à toi. Je le suis depuis le moment où j'ai accepté de rester. Quelque chose de féroce et de triomphant traversa son visage. Puis il m'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, mais tout aussi intense. Ses mains explorèrent mon corps à travers mon fin pyjama, à la fois révérencieuse et possessive. « Ta chambre ou la mienne ?» murmura-t-il contre mes lèvres. La réalité me rattrapa. « Sophia. Et si elle se réveille ?» Il grogna, posant à nouveau son front contre le mien. « Tu as raison. Bon sang, tu as raison. » Il prit une profonde inspiration, se reprenant visiblement. « Ce n'est pas comme ça que je veux que ça se passe de toute façon. Pas précipité. Pas au milieu de la nuit quand nous sommes tous les deux à vif émotionnellement. » Je hochai la tête, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. « Mais ne te trompe pas, Elena. » Son pouce caressa ma lèvre inférieure gonflée. « Ça va arriver bientôt. Et quand ça arrivera, je prendrai mon temps avec toi. » La promesse dans sa voix me fit flageoler les genoux. Il m'embrassa une dernière fois, doucement, presque tendrement, et recula. « Va !» Avant que je change d'avis sur la patience. Je m'enfuis vers ma chambre sur des jambes tremblantes, mes lèvres brûlant encore de son baiser point le lendemain matin apporta une gêne que je n'avais pas anticipée. Je me réveillai et trouvai Sophia déjà dans la cuisine avec Dante. Ils prenaient leur petit déjeuner. Il leva les yeux quand j'entrai, et la chaleur dans son regard faillit me faire trébucher. « Bonjour », parvins-je à dire. « Bonjour ». Sa voix était rauque, intime. « Le café est frais. » Sophia émit un petit bourdonnement, sa version de bonjour, et je me concentrai sur elle avec gratitude. « Bonjour, ma puce. Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête, puis poussa vers moi un morceau de toast en guise d'offrande. Mon cœur fondit. « Merci. » Je pris le toast et m'assis à côté d'elle. Dante nous observait avec une expression que je ne parvenais pas tout à fait à déchiffrer. « J'ai des réunions toute la journée, » dit-il. « Mais je serai rentré pour le dîner. Il faut qu'on parle. » Ce simple mot fit naître en moi à la fois de l'anticipation et de la nervosité. « D'accord. » Il se leva, déposa un baiser sur la tête de Sophia. Puis, pendant qu'elle était concentrée sur ses œufs, il se pencha et m'embrassa aussi. Un baiser rapide, possessif et totalement inapproprié avec sa fille à seulement 1 mètre de nous. Ce soir, promit-il avant de partir. Je restai assise là, les doigts sur mes lèvres, me demandant dans quoi je venais de m'embarquer. La journée passa dans un étrange brouillard. Sophia eut sa thérapie, qui se déroula bien. Le docteur Chen remarqua à nouveau son engagement accru, sa volonté d'essayer de nouvelles choses. Pendant le déjeuner, elle me laissa même lui brosser les cheveux, une chose que Maria avait juré qu'elle ne tolérerait jamais. Mais mon esprit ne cessait de revenir vers Dante, vers son baiser, vers la promesse dans ses mots, vers le fait que je venais de compliquer énormément les choses en tombant amoureuse de mon employeur, un dangereux chef criminel qui avait clairement dit qu'il ne faisait jamais les choses à moitié. Ma mère appela dans l'après-midi. Sa voix était plus forte. Le docteur Ramos était passé le matin et était satisfait de ses progrès. Elle resterait à l'hôpital encore quelques jours, mais la crise était passée. « Cet homme à toi est très généreux », dit-elle avec un ton entendu dans la voix. « Ce n'est pas mon homme, maman. C'est mon employeur. Mia, je suis peut-être malade, mais je ne suis pas aveugle. La façon dont il te regardait hier. » Elle marqua une pause. « Sois prudente. Les hommes comme lui sont compliqués. » « Je sais. Mais tu tombes amoureuse de lui quand même. » Je ne pus le nier. « Peut-être. » Elle soupira. « Alors je prierai pour vous deux et pour cette gentille petite fille dont tu m'as parlé. » Après avoir raccroché, je trouvai Sophia dans le salon en train de construire ses tours. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Au lieu de 7 blocs, elle en avait mis 8. Et l'ordre des couleurs avait changé. « Sophia, c'est magnifique. A un nouveau motif. » Elle me regarda vraiment et pointa la tour, puis elle-même. Mon souffle se bloqua. « C'est toi? 8 blocs parce que tu as 8 ans? » Elle hocha la tête. Vraiment hocha la tête. « Et les couleurs, elles veulent dire quelque chose. » Elle pointa le bloc du bas, bleu foncé,
puis la photo sur la cheminée de sa mère. Bleu comme la couleur préférée de sa maman, que Dante avait mentionné une fois. Puis elle pointa le bloc du haut, jaune, et me désigna. Jaune, c'est moi. Ma voix se brisa. Elle hocha à nouveau la tête. Puis elle fit quelque chose qui arrêta mon cœur. Elle tendit la main et prit la mienne, la serrant doucement. Je t'aime aussi, ma puce, murmurai-je. C'est ainsi que Dante nous trouva des heures plus tard, assise par terre, main dans la main, avec la nouvelle tour de Sophia entre nous comme un pont. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte, son expression indéchiffrable. Puis il vit la tour et la compréhension apparut sur son visage. Elle a créé un nouveau motif, expliquai-je doucement. 8 blocs. Je pense qu'elle nous raconte une histoire. Dante s'accroupit à côté de nous et étudia la tour. Son doigt suivit les couleurs, et je vis le moment exact où il reconnut la teinte préférée de sa défunte femme. Sa mâchoire se crispa sous le poids de l'émotion. Puis Sophia fit quelque chose d'extraordinaire. Elle lâcha ma main et tendit la sienne vers son père. Lentement, délibérément, elle plaça la main de Dante sur la mienne. Nous nous figeâmes tous les deux. Sophia nous regarda de ses yeux sombres et intelligents, puis revint à sa tour. Le bloc du bas, sa mère, ses fondations. Les blocs du milieu, son père, sa protection. Et le bloc du haut, moi, le nouvel ajout. Elle nous disait, à sa manière, que sa famille grandissait. Elle nous demandait si cela pouvait devenir réel. Les doigts de Dante se resserrèrent sur les miens. Sophia, Tesoro, est-ce que tu es en train de dire que... Elle fredonna, ce même son musical qu'elle faisait quand elle était heureuse. Puis elle s'appuya contre moi, son petit corps confiant et chaud. Les yeux de Dante rencontrèrent les miens par-dessus sa tête, et j'y vis tout. La peur, l'espoir, l'amour, le désespoir. Reste, dit-il, pas à Sophia, mais à moi. Pas seulement comme sa nounou. Reste avec nous. Avec nous deux. Fais partie de cette famille. Dante, on se connaît seulement depuis un mois. Je te connais depuis assez longtemps pour savoir que je ne veux pas te perdre. Assez longtemps pour savoir que Sophia a besoin de toi. Que j'ai besoin de toi. Il se leva, m'entraînant avec lui. Sophia, toujours entre nous. Je ne te demande pas de m'épouser demain. Je te demande de donner une vraie chance à nous. Ton monde est dangereux. Je vous protégerai toutes les deux. C'est ce que je fais. Je protège ce qui est à moi. Je ne suis pas une possession. Non. Tu es la femme qui a vu ma fille quand tout le monde détournait le regard. Tu es la femme qui m'a embrassée en sachant exactement qui je suis. Tu es la femme qui me fait croire que je mérite peut-être quelque chose de bon dans cette vie misérable. Sophia émit un son impatient et tira sur nos deux mains. Je baissai les yeux vers elle. Cette belle enfant brillante qui était devenue mon monde entier. Puis vers Dante, cet homme dangereux et brisé qui m'avait tout donné sans rien demander en retour. Jusqu'à maintenant. D'accord, murmurai-je. D'accord, on va essayer. Le sourire qui illumina son visage le transforma complètement. Pendant un instant, il n'était plus le terrifiant chef mafieux. Il n'était qu'un homme à qui on venait d'offrir un cadeau inattendu. Il m'attira contre lui, faisant attention à Sophia entre nous, et m'embrassa. Doucement, profondément, plein de promesses. Sophia fredonna joyeusement et enroula ses petits bras autour de nos jambes. 6 mois plus tard. Elena. Sophia ne veut pas mettre sa robe bleue. Je souris en entendant la voix exaspérée de Dante depuis le couloir. Notre vie s'était installée dans un rythme que je n'aurais jamais pu imaginer. Chaotique, peu conventionnel, mais absolument parfait. Sophia avait recommencé à parler 3 mois plus tôt. Juste quelques mots au début, murmurés si doucement que j'avais failli les rater. Lena. Elle n'arrivait pas encore à dire Elena, mais ça m'était égal. Entendre sa voix nous avait fait pleurer, Dante et moi. Maintenant elle faisait des phrases complètes, même si elle préférait encore souvent son silence confortable. Et elle avait développé des opinions. Des opinions très fortes. J'entrai dans sa chambre et trouvai Dante tenant la robe bleue pendant que Sophia se tenait devant son placard en sous-vêtements, les bras croisés, l'air mutin. Qu'est-ce qui ne va pas avec la robe bleue? Demandai-je. Jaune, répondit Sophia fermement. Aujourd'hui c'est jaune. Je jetai un regard à Dante, qui semblait perdu. Le jaune est sa couleur heureuse, expliquai-je. Et aujourd'hui est un jour heureux, n'est-ce pas, Sophia? Elle hocha la tête. Aujourd'hui était le jour où nous installions officiellement maman dans la maison d'amis que Dante avait fait construire sur la propriété. Elle était en rémission, assez en forme pour vivre seule, mais assez proche pour que je la voie tous les jours. Jaune alors, céda Dante en raccrochant la robe bleue. Il avait appris à choisir ses batailles. Sophia courut vers moi et je l'aidai à enfiler la robe jaune. Elle grandissait si vite.
9 ans maintenant. Confiante, curieuse et toujours magnifiquement elle-même. Papa, on peut montrer à Abuela ma tour? Demanda Sofia en tirant la main de Dante. J'ai ajouté toi. Bien sûr, Piccolina. Je l'ai regardé partir main dans la main. Mon cœur était si plein qu'il me faisait mal. Dante avait changé lui aussi. Toujours dangereux, toujours dominant. Ces parties de lui ne disparaîtraient jamais. Mais Sofia avait adouci ses angles, et il avait appris à montrer ouvertement son affection, à faire confiance au fait que nous ne partirions pas. Mon téléphone vibra. Marco m'informait que la voiture de maman arrivait. Je sortis juste au moment où le SUV s'arrêtait. Maman descendit lentement, encore mince mais en bonne santé, son sourire s'illuminant quand elle me vit. Mia. Elle me serra dans ses bras. C'est tellement beau ici. Attends de voir ta maison. Dante l'a faite sur mesure avec tout ce dont tu as besoin. Cet homme nous gâte. Oui, il le fait. Dante apparut avec Sofia, qui courut immédiatement vers ma mère. Abuela, viens voir ma tour. Je t'ai ajouté. Maman se laissa entraîner par Sofia à l'intérieur, riant. Dante vint se placer à côté de moi, ses bras glissant autour de ma taille. Heureuse? Demanda-t-il. Follement heureuse. Il embrassa ma tempe. Tant mieux. Parce que j'ai quelque chose pour toi. Dante, tu viens de construire une maison à ma mère. C'est différent. Il sortit une petite boîte de sa poche. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Je sais que j'avais dit que je ne te presserais pas. Mais Elena, ça fait 6 mois et je n'arrive plus à imaginer ma vie sans toi. Tu m'as rendu ma fille. Tu m'as donné une raison d'être meilleure. Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant époustouflante. Épouse-moi. Pas parce que tu travailles pour moi. Pas à cause de Sofia. Mais parce que je t'aime. Parce que tu es mon foyer. Les larmes brouillèrent ma vision. Tu m'aimes? Désespérément. Complètement. Probablement plus que ce qui est sain. Son pouce essuya mes larmes. Dis oui. Elena. Fais de moi le salaud le plus chanceux du monde. Oui. Je ris à travers mes larmes. Oui, bien sûr. Oui. Il glissa la bague à mon doigt, puis m'embrassa avec une telle tendresse que j'oubliais que nous étions dans l'allée. J'oubliais tout sauf le sentiment d'être exactement là où je devais être. Maman. Papa. Abuela dit qu'elle veut du gâteau. Nous nous séparâmes en riant. Sofia se tenait dans l'encadrement de la porte, impatiente et parfaite. Alors on va manger du gâteau, répondit Dante. Il prit ma main, celle qui portait maintenant sa bague et nous entrâmes ensemble. Ma mère était déjà dans la cuisine avec Sofia, discutant des options de gâteau avec le sérieux d'une stratégie militaire. Quand elle vit ma bague, ses yeux se remplirent de larmes, mais elle se contenta de sourire et de me serrer à nouveau dans ses bras. « Je suis tellement heureuse pour toi, Mia, murmura-t-elle. Tu mérites tout ça. Tout ça. » Ce soir-là, après que maman fut installée dans sa nouvelle maison et que Sofia fut endormie, Dante et moi nous tenions sur le balcon surplombant la ville. Ses bras m'entouraient, mon dos contre sa poitrine. Nous étions silencieux et comblés. Je n'aurais jamais cru avoir ça un jour, dit-il doucement. Une vraie famille. La paix. Ce n'est pas toujours paisible. Sofia a fait une crise hier parce que son toast était trop foncé. Il rit doucement point. C'est vrai. Mais c'est la nôtre. Notre chaos. Notre amour. Notre vie. Notre vie, répétai-je en me tournant dans ses bras pour l'embrasser. J'aime ce son. Il approfondit le baiser et je sentis son intention changer. Sofia dort. Ta mère est dans sa propre maison. Tu suggères quelque chose, monsieur Salvatore? Je suggère que j'aimerais emmener ma fiancée au lit et lui montrer exactement à quel point je l'aime. Une chaleur m'envahit. Ça me paraît parfait. Il me souleva dans ses bras littéralement, comme si je ne pesais rien, et me porta jusqu'à sa chambre. Notre chambre désormais. Plus tard, enveloppé dans ses bras, la tête sur sa poitrine, j'écoutais les battements réguliers de son cœur et je pensais à tout le chemin que nous avions parcouru. De cette première nuit où j'étais invisible, où il était intouchable, et où Sofia était seule. Maintenant, aucun de nous ne l'était plus. Je t'aime, murmurai-je dans l'obscurité. Ses bras se resserrèrent autour de moi. Je t'aime aussi. Toutes les deux. Mes filles. Mon tout. Je m'endormis en souriant, rêvant de robes jaunes, de tours en bloc et d'un avenir que je n'aurais jamais pu imaginer, mais que j'avais hâte de vivre. Épilogue, 2 ans plus tard. Maman, le bébé donne encore des coups. Je levai les yeux de la lessive que je pliais pour voir Sofia, la main posée sur mon ventre très rond. À 11 ans, elle était toute en jambes et en grand sourire, sa voix claire et assurée. Il est fort comme son papa,
dis-je en couvrant sa main de la mienne. Dante apparut dans l'encadrement de la porte, desserrant sa cravate. Est-ce que mon fils fait déjà des bêtises? Notre fils dit simplement bonjour, corrigeai-je. Il traversa la pièce, m'embrassa, puis embrassa Sophia, avant de poser sa main sur mon ventre où son fils, notre fils, donnait effectivement de vigoureux coups de pied. Il va être un combattant, dit Dante fièrement. Ou un danseur, comme tante Léna m'a appris, répliqua Sophia. Elle s'était mise à la danse classique depuis 1 an et c'était devenu sa forme d'expression préférée. Pourquoi pas les deux? Suggérai-je. Sophia y réfléchit sérieusement. Un danseur combattant. J'aime bien. Maman apparut alors, portant un plateau de collation. Elle vivait maintenant avec nous à plein temps. Sa santé était stable, mais elle avait besoin de la famille près d'elle. Elle était devenue indispensable. Elle aidait avec Sophia, préparait l'arrivée du bébé et nous gardait tous organisés. Le dîner dans 1 heure, annonça-t-elle. Et Dante, tu as un visiteur. Marco dit que c'est important. L'expression de Dante passa immédiatement en mode affaire. Où? Dans ton bureau. Il embrassa mon front. Je fais vite. Après son départ, Sophia m'aida à terminer la lessive tout en bavardant de sa journée, de l'école, de ses amis et du nouveau motif qu'elle composait au piano. Elle avait découvert un don pour la musique et Dante avait engagé les meilleurs professeurs que l'argent pouvait offrir. 1 heure plus tard, Dante n'était toujours pas sorti de son bureau. C'était inhabituel. Je demandai à maman de surveiller Sophia pour mettre la table, puis je descendis le couloir. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte. J'entendais des voix, celle de Dante et celle d'un autre homme. Le manque de respect envers la famille ne peut pas être toléré. Je comprends, mais... Il n'y a pas de mais. Tu as échoué. La cargaison a été interceptée. C'est ta faute. Une pause. Puis la voix de l'autre homme, désespéré. S'il vous plaît, j'ai des enfants. Tu aurais dû y penser avant de compromettre mon opération. La voix de Dante était froide. Définitive. Tu as 48 heures pour quitter la ville. Si tu es encore là après ça, tes enfants iront visiter ta tombe. La menace resta suspendue dans l'air. J'aurais dû être horrifié. J'aurais dû fuir. Mais j'avais su qui était Dante quand je l'avais épousé. C'était une partie de son monde. Un monde que j'avais accepté, même si je ne l'aimais pas toujours. L'autre homme sortit par une autre porte, escorté par Marco. Dante était assis derrière son bureau, se massant les tempes. Je frappai doucement et entrai. Il leva les yeux et son expression s'adoucit immédiatement en me voyant. Combien as-tu entendu? Assez. Je fis le tour du bureau et m'installai sur ses genoux. Ce n'était pas facile avec mon gros ventre, mais nous y arrivâmes. Mauvaise journée. Quelqu'un nous a trahis. L'information est arrivée aux mauvaises personnes. Ça m'a coûté beaucoup d'argent et de marchandises. Il posa sa main sur mon ventre. Je n'aime pas être cruel, Elena, mais dans mon monde, la pitié est vue comme une faiblesse. Je sais. Et tu es toujours là. Je suis toujours là. Je l'embrassai doucement. Tu es un homme bien qui fait parfois de mauvaises choses. Mais tu es aussi un père et un mari dévoué. Tu nous protèges. C'est ce qui compte pour moi. Il m'attira plus près, aussi près que le bébé le permettait. Je ne te mérite pas. Probablement pas. Mais tu es coincé avec moi quand même. Il rit, une partie de la tension quittant ses épaules. Allez! Je sens la cuisine de ta mère et je meurs de faim. Le dîner fut chaotique et parfait. Sophia parla sans arrêt de sa journée. Maman raconta des histoires embarrassantes sur mon enfance. Dante nous observait tous avec une émotion à peine cachée, sa main trouvant la mienne sous la table. C'était notre vie. Imparfaite. Compliquée. Construite sur une base d'ombre et de danger, mais aussi remplie d'amour, de rire et d'espoir. Après avoir couché Sophia et que maman fut partie se reposer, Dante et moi nous tenions dans ce qui deviendrait bientôt la chambre du bébé. Il l'avait fait peindre en vert doux, neutre et apaisant. Un berceau attendait dans le coin. « Tu as peur ?» demandai-je. « Pour le bébé. » Terrifié, avoua-t-il. « Et si je le déçois comme j'ai failli décevoir Sophia ?» Tu n'as pas déçu Sophia. Tu avais juste besoin d'aide. On a tous besoin d'aide parfois. Et s'il est comme elle, différent d'une certaine façon. Je plaçai sa main sur mon ventre. Alors on l'aimera quand même. Comme on l'aime elle. C'est ce que font les familles. Notre famille, dit-il avec émerveillement dans la voix. Notre famille, confirmai-je. Il m'embrassa alors, profondément, lentement, plein de promesses. Et tandis que notre fils donnait des coups entre nous, comme pour dire qu'il était prêt à rejoindre cette famille imparfaite et magnifique,
Je sus que nous étions exactement là où nous devions être. Ensemble. Toujours ensemble.